Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Ici, on parle gros billets. Je me présente rapidement. Je suis investisseur immobilier depuis 10 ans. Voilà, j'achète chaque année que j'ai pour objectif réalisé vu qu'on est en décembre, 5 biens dans l'année, voyager dans 10 pays. Et j'ai encore plein d'autres objectifs que je vous raconterai un peu plus tard. Mais voilà, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez faire des gros billets, si vous voulez entendre des gens qui ont une vie de liberté en ayant charbonné ou en charbonnant encore beaucoup, tout ce qui est les voyages, l'IMO, les gros billets, l'entrepreneuriat, c'est ici que ça se passe. Pour info, aujourd'hui, on accueille Bertrand Millet. Alors, vraiment des personnages atypiques, j'en ai eu plein sur le podcast et j'ai toujours des personnalités exceptionnelles et j'ai vraiment un grand plaisir à faire ces épisodes chaque semaine, même si c'est une grosse contrainte en termes de temps que ça peut me prendre. On rencontre des personnalités complètement atypiques, complètement insolites. Et Bertrand n'y fait pas exception. Ça fait 12 ans qu'il voyage. Il n'a pas de résidence principale. 12 ans qu'il vagabonde aux quatre coins du monde. Quand je l'avais eu sur le podcast, il m'expliquait qu'il devait rentrer en France parce que son passeport avait trop de tampons et que ça commençait à être compliqué pour voyager. Donc visiblement, il m'a donné un petit tip. Vous pouvez avoir un passeport avec plus de pages pour les tampons. Sinon, il va nous expliquer son concept du business flipping, comment il achète et il revend des business. On va voir ensemble, il y aura plusieurs exemples, mais notamment, il est rentré au capital d'un business pour 1 euro. Il a investi un peu d'argent dedans, il a revendu 400 000 euros. Eh oui, une jolie petite culbute, mais il a plein d'autres choses à nous raconter. Comment est-ce qu'il s'entoure, comment est-ce qu'il travaille 4 heures par jour, 4 fois par semaine. Vraiment, ça a été un épisode que j'ai adoré faire. Épisode enregistré entre Bali et l'Europe, bien entendu, parce que c'est jamais trop loin. De temps en temps, on a eu j'ai dû faire des coupes dans l'épisode parce qu'il y a eu des petits lags de temps à autre, mais on a réussi à enregistrer de façon plus ou moins propre un épisode d'1 heure. J'ai plein d'autres choses à vous raconter. Je vais vous raconter ma vie parce que c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux. C'est le premier week-end que je fais chez moi depuis 2 mois, je crois. Donc, j'ai pu régler plein de choses parce que j'avais été aux quatre coins. Je vous avais raconté pour ma vie d'instagrammeur et de mon réseau IMO et Insta. J'ai été à Budapest, j'étais à Lyon, j'ai été à Paris. Après, dans ma vie privée, j'ai dû bouger. J'ai aussi été voir mes investissements. J'ai acheté un bien encore en novembre qui est en chantier. Donc voilà. Premier week-end chez moi depuis 2 mois, j'ai pu régler plein de choses. Pour rien vous cacher, j'ai appelé aujourd'hui tous les membres du Club Invest dont j'ai la charge parce qu'avec mon associé, on a des membres. On a fondé un petit club dans lequel on accompagne des membres à acheter leur premier bien immobilier au singulier ou au pluriel. Et en ce moment, on essaie d'en avoir 10 maximum. En ce moment, j'en ai 4 sous... Je sais pas, Michel, si tu m'écoutes, moi j'en ai 4. Je sais pas combien t'en as en gestion. Je sais pas si on peut dire ça. Donc voilà, je les ai appelés. Il y en a qui visitent des immeubles, il y en a qui sont en attente de compromis, il y en a qui a sa LCD qui tourne du feu de Dieu. Il fait 500 euros de cash flow par mois sur sa LCD. Donc bravo à toi. Et voilà. Et puis on a un tout nouveau membre qui nous a rejoint la semaine dernière. Et il a une petite checklist de choses à faire pour cette semaine, dont appeler beaucoup d'agents et aller visiter beaucoup de biens. Voilà, ça fait du bien d'être chez soi, d'un peu tout remettre à jour. J'ai payé aussi mon artisan, pour rien vous cacher. J'ai payé mes concierges. Tout ça, c'est des choses que la semaine n'a pas toujours le temps de bien faire. Donc tout ça, c'est fait. Pour vous raconter un peu ma vie d'investisseur immobilier, mes concierges que je salue, et Julien qui écoute souvent le podcast, m'ont appelé hier pour me dire qu'il y avait un problème de chauffage en décembre en Alsace dans une de mes locations courte durée. Donc je suis ravi. On a mis un chauffage d'appoint. On va voir comment est-ce qu'on va réussir à régler ce problème. C'est dans une copro, il y a un chauffage collectif. Donc ça risque d'être un peu galère. Mais voilà, les joies de la LCD. Vous avez des gros billets, mais vous avez aussi pas mal de galères. Sinon, je pense que j'ai bien géré. Donc j'ai acheté un bien en novembre. Directement, j'en avais parlé dans l'épisode, j'ai donné les clés à l'artisan et j'ai loué tout de suite un garage dans l'heure qui a suivi la signature. Là maintenant, mon artisan, il est toujours sur le chantier, mais il a fini de ramener, on va dire, ce qui pèse lourd, les matériaux. Et donc j'ai vu avec lui la semaine dernière, je suis allé voir le chantier et qu'il avait plus vraiment besoin du garage souterrain. Donc j'avais acheté avec 2 garages souterrains ce bien. Et donc, je lui ai délégué tout simplement la visite du garage.
Donc ça y est, j'ai trouvé un locataire, 90 € par mois qui se rajoute. Franchement, les garages, alors parfois j'étais pas pour, mais je trouve que c'est vraiment un bon moyen de rajouter, en fait quand vous louez les garages à part, c'est vraiment un bon moyen de rajouter de la renta sur un bien, parce que souvent en fait les biens, peu importe les biens que vous achetez, au bout d'un moment les loyers ont tendance à plafonner. Ça dépend des régions, mais il y a un moment au-dessus de 1 000 € par mois en province, dans des villes qui sont pas parmi les plus grosses de France. Ça, c'est compliqué de louer des appartements à plus que 1 000 € par mois, parce que les gens, c'est pour payer 1 000 €, au bout d'un moment ils vont acheter leur propre bien. Donc quand vous pouvez acheter plusieurs lots comme ça à la découpe. Là j'avais alors que c'était que un T2 en plus, T2 plus 2 garages. Bah voilà, ça me fait déjà 90, là je le loue à 75, donc 165 € par mois, juste avec ces 2 garages. Et puis après je vais louer l'appartement, je pense dans les 600 €. Donc ça va quand même me faire 600 € hors charge. Donc ça va me faire un bon petit billet. Donc je suis content, voilà, déléguer aux artisans vos visites de garage, pourquoi pas. C'est fait, puis ensuite j'ai envoyé le bail à distance, il a signé, il m'a envoyé les papiers, tout ça. Et je vais aussi profiter de ce week-end seul pour un peu mettre de l'ordre là-dedans, les classer sur mon drive pour que ça roule. Mais donc voilà, le temps c'est de l'argent en immobilier, on rembourse ou alors son différé il commence au jour J où la banque envoie les fonds au notaire. Donc faut pas perdre de temps. Sinon, mon artisan, en ce moment, il y a plein de problèmes je vais vous raconter un peu, mais bon, c'est la vie d'investisseur de tout le monde. Il y a plein de problèmes sur les matériaux, donc il m'avait demandé entre 2 carrelages lequel je préférais. Finalement, alors c'était j'ai fait un vote sur le groupe Telegram. Si vous voulez rejoindre le groupe Telegram, lien grosbillet.com, lien dans la description, grosbillet au pluriel. Il y a le lien dessus. En fait, j'ai fait voter les participants du groupe Telegram. Donc c'était soit un carrelage un peu flashy style marbre comme ça, qui claque bien, soit un carrelage beaucoup plus sobre, un peu couleur crème. Et donc j'avais fait voter les membres. Moi j'avoue que j'aimais bien cette imitation marbre, mais je sais que ça va vieillir. Donc finalement j'ai choisi un peu la voie de la raison en prenant le plus intemporel, parce que je pense que ça va se démoder ces imitations marbre. Et puis en fait mon artisan il est revenu, il m'a dit bah écoute, là j'ai un autre carrelage qui ressemble un peu plus, enfin qui ressemble à celui-là, et puis il y a 3 semaines de moins pour l'obtenir, alors que j'avais pris les devants. Ça fait depuis octobre que j'ai validé son chantier. La cuisine il l'a, le meuble de salle de bain il l'a, mais ça, le carrelage il l'avait pas encore. Donc voilà, prenez toujours les devants, et de temps en temps, vu que c'est pas à l'endroit où vous allez habiter, ça vaut le coup de trancher au plus rapide, je pense. Quoi d'autre ? J'ai plein de trucs à vous raconter, mais en plus l'épisode il est dingue. Franchement, j'ai trop adoré l'écouter. Je l'ai réécouté juste là avant. On l'avait enregistré il y a quelques semaines, mais je l'ai réécouté pour faire les coupes par rapport au lag qu'on avait eu sur l'orage. Sinon, dans le groupe Telegram, j'avais aussi parlé du fait que je cherchais des décorateurs. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des liens. Merci à tous. Je vais essayer de les contacter, mais je pense que j'ai eu trop de propositions. Ça va être un peu galère de contacter tout le monde. Faut pas que je fasse perdre leur temps aux gens non plus. Donc, mais en tout cas, merci de m'avoir envoyé vos liens. Troisième point, petite note réseau. Merci à Kevlarovic. Ça faisait 1 mois que j'avais plus d'avis sur Apple Podcast. Une qualité de podcast que j'ai pas vue ailleurs. Toujours de la bonne humeur. Des sujets variés, des invités toujours autant sympathiques les uns que les autres. Je recommande fortement ce podcast. Merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui m'ont mis des notes sur Apple Podcast, sur Spotify. Je pense que sur Spotify, ça va bientôt faire 1 an qu'on peut noter. J'ai à peu près 180 notes. Et sur Apple Podcast, depuis le début, on peut noter, mais c'est plus compliqué de noter. Donc, j'ai 110 notes. Merci à vous. Sinon, je pense avoir fait un petit tour de tout ça. Je vais vous raconter, sans faire ma pub, mais quand même je vais la faire parce que c'est mon podcast et qu'en plus ça aide tout le monde. Si vous voulez apprendre à négocier un bien immobilier et surtout à bien acheter, parce que dans l'immobilier c'est en achetant qu'on fait des bonnes affaires, j'ai un programme négocié pour faire des gros billets. Le lien dans la description du podcast, ou sinon vous allez sur grosbillet.com, donc gros billet au pluriel grosbillets.com/nego nego, et vous avez le programme. Et dans ce programme, je vous explique comment négocier, les 10 techniques que j'ai appliquées. Vous verrez sur la page, il y a directement les actes notariés qui montrent les achats que j'ai faits. On n'est pas là pour vous vendre du rêve, je suis pas là pour vous ruiner non plus. C'est un prix
défiant toute concurrence dans le Insta game et le podcast game. Moi, je veux aider tout le monde. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Je fais des épisodes avec des hommes, des femmes de partout dans le monde. Le but, c'est de rassembler autour de ce concept des gros billets et de l'immobilier. Ce que je voulais vous dire, Christina, que je salue, je l'ai vue à Paris. Je l'ai vue, elle avait pas de bien. Christina et Abdallah, je les ai revus à Lyon. Et là, il s'avère que, en fait, avec le programme, donc non seulement vous avez les 10 techniques que j'ai appliquées, vous avez les modèles d'offres, et surtout, vous avez aussi, vous pouvez m'appeler pour discuter de votre stratégie de négociation. Et c'est ce que Christina a fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Christina et moi, on habite à des centaines de kilomètres. Et Christina et Abdallah, bien sûr. Et ils ont acheté un bien dans la même copro que là où j'ai un appart, un peu à mi-chemin de nous deux. En fait, elle m'avait appelé, elle m'avait parlé de 2 appartements. Et puis après, elle me montre le deuxième. Et donc, c'est la même copropriété, c'est pas le même immeuble. Et je lui dis, bah franchement, j'ai un appartement là-dedans. À chaque fois que je mets une annonce, je me fais harceler. Donc voilà, ils ont trouvé décembre 2022 un bien à plus de 10% de renta. Félicitations à vous. En plus, il n'y a pas trop de travaux. Et ils payent moins cher que le montant, sûrement grâce à mes conseils qui sont extraordinaires, mais et aussi forcément grâce à eux, mais ils payent moins cher que le montant du compromis qui avait déjà été signé, parce que souvent vous avez le prix d'achat, le prix de vente, ensuite peut-être que les gens ils ont réussi à négocier, et une fois qu'ils signent un compromis, après quand les premiers acheteurs n'obtiennent pas leur financement, le bien il revient sur le marché, et c'est souvent, alors pas tout le temps, mais souvent très compliqué de négocier moins que ça, parce que le vendeur lui il se dit le bien je l'ai déjà vendu à ce prix-là, admettons qu'il l'a affiché à 160 000, qu'il y a eu un compromis signé à 150 000. C'est pas tout le temps le cas, j'ai déjà bien sûr, et puis c'est pour ça que sinon j'y vais pas, mais et c'est d'ailleurs le dernier achat que j'ai fait, c'était comme ça, le bien était revenu et j'avais payé franchement bien 10% moins cher que le montant qui avait été signé initialement, et puis j'avais inclus les garages et tout ça. Mais quand vous avez un compromis qui a déjà été signé, et parfois les vendeurs ils se disent écoute, moi j'ai déjà vendu à 150 000, donc là je vais pas accepter une offre à 140 000. Christina et Abdallah, ils ont réussi à payer moins cher que ce qu'un autre acheteur avait accepté de payer, et il avait signé le compromis. Félicitations à vous, c'est vraiment assez drôle qu'on se retrouve dans la même copro. Mais au moins là, j'avais un avis éclairé, je connais la gestion, le syndic, et je sais la demande locative qu'il y a sur cet endroit. Donc voilà, ils ont souscrit au programme, je vous refais ma pub, négocier pour faire des gros billets. Et sinon, il y a un programme qui est lié, donc vous pouvez l'acheter en même temps ou à part. Tout est sur grosbillet.com. Sur comment est-ce que je monte un dossier bancaire, c'est un programme qui est beaucoup moins cher. Je vous explique comment je m'organise pour créer mon dossier bancaire, les 7 sous-dossiers que j'utilise. Je lis avec vous le HCSF, la fameuse, je pense que c'est une décision du HCSF sur les 35%, non pas d'endettement, mais de taux d'effort qui est accepté. Qu'est-ce qui rentre dedans, le numérateur, le dénominateur, comment on peut jouer là-dessus, comment est-ce qu'on peut sortir des règles de ce HCSF. Parfois on dit par exemple qu'en SCI ça s'applique pas. Quand on lit la décision, c'est pas comme ça qu'il faut que je l'interprète en tout cas. Donc je la lis, je suis pas juriste, je suis pas banquier, mais je vous la lis et je vous explique comment je la vois, et c'est comme ça que je la présente à mon banquier, et c'est comme ça que j'ai pu faire l'acquisition, j'ai pu obtenir 6 emprunts cette année. Alors c'est pas si vous êtes au chômage ou si vous êtes clown dans la rue, vous n'allez pas obtenir un financement juste en prenant ce programme, mais si vous avez trouvé un bien, vous êtes sur le point de trouver un bien, comment vous organiser aussi, c'est grâce à ça que j'ai fait des bonnes affaires, parce que avoir un dossier bancaire à jour, ça vous permet d'avoir très facilement des préaccords de financement, des préaccords bancaires. Alors ça vaut quasiment rien de la part du banquier. Par contre, ça m'a déjà fait gagner franchement, je dirais des dizaines, mais à mon avis c'est même des centaines de milliers d'euros, d'avoir un préaccord super rapidement de la part du banquier pour pouvoir acheter des biens rapidement. Et vous verrez sur la page, donc vous allez sur grosbillet.com, il y a tout. Sur la page, vous verrez, je vous ai mis les emprunts que j'ai fait cette année. Il n'y a pas de bullshit, c'est les extraits de mon web banking. Vous verrez, il y a des emprunts pas chers, j'en ai je crois 50 000. Il y a un emprunt, vous allez voir dessus, c'est plus qu'une vie de SMIC. Pour de l'achat-revente, tout est sur la page www.grosbillet.com. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc on se retrouve de l'autre côté avec Bertrand, de l'autre côté
dans tous les sens après le jingle. Et aussi, de l'autre côté, lui, il était en Asie. Moi, j'étais en Europe. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et franchement, sortez les crayons et les cahiers. C'est le moment de prendre des notes. Parce que Bertrand, il a plein de choses super intéressantes et instructives à nous enseigner. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on fait une fois de plus un épisode à longue distance. Donc, au moment où j'enregistre, mon dernier épisode, c'était avec Stéphanie du Canada. Et là, on est avec Bertrand. Salut Bertrand. Où est-ce que tu te situes? Tu peux nous dire? Salut Thibaut. Ouais, là je me situe en ce moment à Bali, dans la ville de Canggu pour être précis. Voilà. Donc, on fait au mieux avec le réseau balinais. Normalement, ça tiendra. En espérant, visiblement, la météo peut un peu altérer la connexion. Est-ce que tu peux te Tout présenter à fait. rapidement, super rapidement, quel âge t'as? Du coup, visiblement, tu voyages beaucoup. Donc, où est-ce que tu as un point de chute? Et puis, qu'est-ce que tu fais comme activité aujourd'hui? Et après, on reviendra un peu sur ton parcours. Bien sûr. Donc j'ai 41 ans et ça va faire maintenant 12 ans que je voyage non-stop. En 12 ans, le plus longtemps que je sois resté à un endroit, c'est 9 mois. Et souvent, j'alterne des phases dans lesquelles pendant 9 mois, je suis posé quelque part et pendant 9-10 mois, je voyage non-stop. Et tu me demandais si j'avais un point de chute. En fait, non, j'en ai pas. J'ai pas de lieu fixe. Mon seul lieu fixe, c'est ma carte bleue, en fait. Donc, j'ai pas de, j'ai pas d'endroit où j'atterris de temps en temps. Et, euh, et ce qui me permet d'avoir cette liberté-là, c'est évidemment mon activité professionnelle. En tout cas, c'en est une grande partie, puisque professionnellement, mon activité se sépare en deux. D'un côté, un côté très business dans lequel bien j'achète, je booste et je revends des entreprises, ce que j'ai appelé en gros clin d'œil à ce qui se fait dans l'immobilier du business flipping. Et de l'autre côté, j'ai une activité d'influenceur, donc sur lesquels sur les réseaux sociaux, je parle d'entrepreneuriat, je parle de ce genre de choses avec une audience qui commence à être plutôt sympa. Ok. C'est Instagram, ton canal privilégié? C'est TikTok. Ah, c'est Aujourd'hui, TikTok. c'est vraiment TikTok. Ouais, Ok. avec une approche très appliquée et donc très grand public. Alors évidemment, je suis toujours sur Instagram, YouTube et Facebook. Hein. Je joue avec les quatre et puis là, on va même aller voir comment on peut transposer ça à LinkedIn. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que TikTok est un levier fabuleux qui permet un champ d'exploration absolument génial, notamment quand on est sur des sujets un peu sérieux, en tout cas qui ont la réputation d'être un peu sérieux comme ça. Je trouve que TikTok permet de l'aborder avec un côté beaucoup plus détente, beaucoup plus grand public qui, moi, je t'avoue, a tendance à me plaire énormément. Ouais. Ouais, parce que j'ai vu je sais pas si on peut dire des shorts, des réels, ou en tout cas sur Insta, je suppose que tu republies ton contenu TikTok, où Mhm, tu interviews des tout à fait. gens, en plus je pense que la population sur TikTok, elle est beaucoup plus jeune que sur les autres réseaux. Et donc, tu disais, est-ce que vous pensez que c'est possible de gagner 2000 € en 10 jours, c'est ça? C'était ton défi ou deux Tout semaines? à fait, ouais. Voilà. Donc De c'est 10 vrai jours, 10 qu'on jours, on absolument. Ouais. voit bien la cohérence quoi, du format, de d'interviewer. C'est pas faire 100 000 € en un mois, c'est 2000 € en 10 jours. Tout à fait. Et là, tu es en plein dans le défi, hein, tu es encore, enfin en tout cas dans les stories que tu postes, tu étais. Eh ben, il vient de se terminer. Il vient de se Ok, terminer. Il s'est terminé hier, si je me trompe pas, ou avant-hier. Et donc volontairement, j'ai laissé les gens dans le noir pour les derniers jours. ouais. Et là, demain, je publierai donc une story pour organiser le live dans lequel on va révéler ce qui s'est passé un peu façon koh quoi. T'as tous les épisodes en différé et la grande finale le dernier jour en En live live. pour pouvoir dire voilà ce qui s'est passé exactement. Ok. Au moment où vous écouterez ce podcast, on aura eu les résultats. Alors. Top. En fait, Tout c'était à justement fait. donc donc j'avais écouté ta conférence au salon de l'investissement sur le business flipping.
Donc en fait, pour les personnes novices, on parle souvent, ça se fait surtout dans les pays US où il y a un peu moins de frais même si on peut le faire aussi en France, mais dans les pays anglo-saxons, notamment aux US, il y a moins de frais de transaction, on va dire, comme des frais de notaire. Donc on peut beaucoup plus vite acheter, revendre. On pourrait le faire en France sur des maisons, ce qu'on appelle le house flipping. Et Mhm. même si c'est tout à fait faisable, notamment sur sa résidence principale, il y a pas mal de gens qui le font au moins deux, trois fois. Donc toi, ton créneau, c'est le business flipping. Donc je pense, euh, vu ta vie de globe-trotter, toi, tu dois pas avoir trop d'immobilier, non? De ce que j'ai pu J'en comprendre. ai zéro. J'en ai Voilà. absolument zéro. J'ai pas d'IMO, non, non, pas du tout. Ça m'a jamais appelé et donc bah, ça s'est jamais fait, quoi. Ok. Bah, je pense, on peut, bah, l'immobilier, par définition, c'est immobilier, donc tu es tributaire de tous les changements de loi, de réglementation, etc. Alors que quand tu es justement comme toi, un peu un globe-trotter, l'avantage du net, c'est vraiment de pouvoir s'adapter aux changements super rapidement. Est-ce que tu pourrais nous décrire donc peut-être deux, trois opérations que tu as pu faire? Que- quel est et puis quels sont après on verra quels sont les avantages de ce business flipping par rapport à d'autres activités qu'on pourrait avoir. Bah, bien sûr. Bah, alors, moi, c'est vrai que je me suis spécialisé avec les années dans une cible particulière qui est le business naissant, le micro-business. Et donc, à chaque fois, ça te permet de faire des culbutes assez fascinantes. Et donc, là, comme ça, bah, si j'en prends trois peu représentatives, la première, c'est tout simplement un compte Instagram que j'ai racheté, euh, que j'ai reboosté un petit peu, mais pas beaucoup plus que le nombre d'abonnés que j'avais, mais j'ai mis en place surtout une stratégie d'acquisition et de croissance intéressante. Et le même compte, je l'ai revendu quelques semaines plus tard. Donc le compte, je l'avais acheté à peu près 500 euros. Et ce même compte, je l'ai revendu quelques semaines plus tard, le temps de trouver un acheteur à plus de 12 000 euros. Voilà, et je l'ai vendu 12 500 euros. Et donc, bah, voilà, on voit tout de suite une culbute assez cool pour un petit investissement au Voilà. départ et surtout dans Accessible à un presque tout le très monde, 500 concret. euros, et puis ça fait des multiples. C'est vrai qu'en immobilier, on parle souvent de pourcents, et puis en business, on parle plus de multiples. Donc, De multiples, on, ouais. on voit clairement la différence. Et comment ça Ensuite, s'achète ouais. un compte Instagram? Tu contactes directement, je suppose, l'acheter. Je vois bien comment on peut faire, contacter le compte. Le vendre, Bah c'est un peu ouais. moins clair. Alors l'acheter, c'est bon, évidemment on peut contacter comme tu dis, mais on est aussi au bout d'un moment quand on est soi-même très actif sur les réseaux sociaux, on est contacté régulièrement par ce genre de personnes qui veulent vendre leur compte. Donc ça se joue des deux côtés. Mais pour le revendre ensuite, ça se revend finalement comme un petit peu n'importe quel business. Alors il y a évidemment tout un tas de stratégies qui vont être liées à qui est chacun, mais moi aujourd'hui, le fait que je sois très actif sur les réseaux sociaux pour parler d'entrepreneuriat et ce genre de choses fait que forcément, j'ai potentiellement une audience qui est intéressée par le rachat de business. Donc ça, on va dire pour moi, c'est une extension naturelle de mon business. Mais pour une personne qui évidemment n'a pas développé cet atout-là, ben, en fait, c'est un peu comme n'importe quel business. C'est-à-dire que tu vas, comme tout le monde, ben, développer ton carnet d'adresses, commencer à y aller ben, un petit peu à l'huile de coude. C'est-à-dire que tu vas te rendre dans je sais pas moi, des petits déj d'entrepreneurs. Tu vas te rendre dans dans des rassemblements, des soirées d'entrepreneurs. Et puis, tu vas développer ton carnet d'adresses. Et ensuite, ben, tu vas, lorsque la relation que tu as créée avec la personne te le permet, leur proposer, ben, plutôt que de leur proposer tes services de coach, de je sais pas quoi, ben, tu vas leur proposer différents business que tu peux avoir. Le gros avantage, c'est que c'est une activité dans laquelle c'est, tu sors tout de suite du lot. C'est parce que peu de personnes le font, tu vois, Hmm. quand tu te retrouves dans un petit déj entrepreneur et que tu dis je suis coach, je pense qu'à la table, il y en a six comme toi et les autres, ils sont en mode ah, putain, encore un coach.
Alors que quand tu dis, moi, je revends des business, ben, il y a un petit côté qui te sort du lot et qui fait que les gens ont tout de suite ce truc un peu attentif en disant, ah ouais, mais t'as quoi? Et ça ouvre assez facilement la conversation. Et puis après, je pense que le meilleur moyen, mais vraiment le meilleur moyen de vendre un business, c'est de le vendre à un entrepreneur qui a déjà plusieurs business. Pourquoi? Mhm. Parce qu'un entrepreneur, c'est par définition très bien la valeur de ce que tu vends et c'est à quel point acheter un business qui tourne déjà est un raccourci extraordinaire. Donc finalement, ben, plus tu vas te mettre à rencontrer d'entrepreneurs, plus tu vas assez facilement trouver des acheteurs. Et c'est pareil, il y a une règle là qui est géniale, c'est qu'un mec qui t'a racheté un business dont il est satisfait, il aura tendance à vouloir t'en prendre beaucoup derrière et sans limite. Mais vraiment sans limite. Moi, aujourd'hui, je fais partie autant des acheteurs que des vendeurs. Quand je sais que j'ai trouvé un mec qui peut me fournir des business de qualité, je lui en rachète autant que je peux dans l'année. Et c'est souvent Mhm. le vendeur qui est à court de business et qui peut pas fournir, quoi. Ok, super, super intéressant. On peut aller sur les deux autres exemples que tu avais en tête. C'est vrai que je t'ai un peu interrompu d'opérations que tu as fait récemment. Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, un business sur lequel au départ j'avais investi sur l'entrepreneur. Donc, c'était un prestat de service, enfin une prestat de service qui n'avait pas prévu bah, de changer son business model. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé de racheter la moitié de ses parts pour 1 euro symbolique, en échange d'investir en compte courant et de l'aider à développer son business. Donc un peu un travail en equity. Et en fait, ben je lui ai mis le pied à l'étrier, etc. Et on est passé donc d'1 euro symbolique et un investissement au final entre l'équipe que j'ai fait travailler et l'investissement en compte courant que j'ai fait, mais un investissement évidemment que j'ai récupéré puisque c'était en compte courant. Mhm. L'apport en compte courant, je l'ai récupéré au fur et à mesure. Ben on va dire, ça a été une immobilisation d'argent d'une dizaine de milliers d'euros et un investissement d'1 euro pour au final récupérer un peu plus de 2 ans après. Si je compte les rémunérations que j'ai perçues avec le versement de dividendes, plus une rémunération mensuelle, plus le prix de vente, on a quelque chose qui tourne autour des 400 000 euros pour 2 ans de travail, quoi. Donc, Ouais. 1 euro au départ, 400 000 euros 2 ans plus tard. Voilà, on est pas mal, effectivement. Et ce que je pense, on n'en a pas parlé, mais en fait, toi, t'étais pas à 100% là-dessus. Tu as forcément plusieurs sociétés que tu fais monter en même temps, je suppose. J'en ai toujours entre 20 et 30 Ok. en permanence. Alors, sous différents modèles, certaines que je rachète déjà bien matures, d'autres que je rachète purement en potentiel, certaines où c'est juste un entrepreneur qui a un savoir-faire et qui tourne un peu en freelance, comme dans l'exemple que j'ai donné, et que je vais l'aider à transformer. D'autres que je vais acheter comme des business clés en main, mais qui n'ont encore jamais produit de vente ni de clients. Enfin, j'essaye un peu d'avoir une palette un peu large. Euh, mais maintenant, c'est vrai qu'avec les années et avec, on va dire, l'expérience, je me concentre plus favorablement sur des business qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà craché un peu de chiffre d'affaires et qui ont déjà mis en place pas mal de choses qui fonctionnent, quitte à les payer plus cher. Mhm. Mais voilà, ça ça devient mon modèle de prédilection. Ouais, c'est un peu comme on fait dans l'immobilier. Au début, on achète les biens les moins chers. On fait tout pour les optimiser. Puis une fois qu'on a fait quelques reventes et qu'on a un peu plus de cash, on va aller sur des biens qui vont en termes de pourcentage peut-être rapporter moins, mais en termes d'euros rapporter beaucoup plus parce qu'ils nous auront coûté un peu Tout plus à fait. cher et que le volume sera plus important. Ok. Tout à fait. Je sais pas si tu vas aller sur le troisième et après, ou alors tout de suite peut-être nous Ouais? dire comment tu t'organises. T'es pas tout seul. Pour 30 sociétés, je suppose que Non. t'es pas tout seul. Donc, je sais pas si tu veux aller sur le troisième ou sinon on peut parler un peu de Non. ton organisation Bah, on par peut rapport parler à de ça. ça, bien Ouais. sûr. On peut parler de l'équipe. On peut parler de l'équipe avec plaisir.
En fait, oui, comme tu le dis, oui, bien sûr, je suis pas tout seul. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de bosser le moins possible. Et quand je te dis le moins possible, mais ma semaine type, c'est 4 jours de travail par semaine, 4 heures dans la journée. Ok. Donc, j'ai vraiment ce rythme-là depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi. Et il est hors de question que l'acquisition d'un nouveau business vienne signifier l'ajout d'heures de travail. Ce n'est pas possible. Donc, ben, une des règles que je me suis fixée il y a maintenant quelques mois, c'est de travailler avec l'équipe la plus fixe possible. Et ça, c'est, on va dire, un des écueils que j'ai pu vivre les dernières années, c'est d'avoir une équipe qui changeait trop, notamment pour des raisons de mauvais calculs où j'ai essayé de tirer sur la marge, la rentabilité, en prenant des gens qui étaient peut-être un peu moins chers, mais un peu moins solides. Et là, j'ai constitué une Dream Team qui va faire qu'aujourd'hui, quand j'arrive avec un nouveau projet, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. On remet ça à 200 à l'heure en place et ensuite, on fait grossir. Et une fois qu'on a un truc qui tourne bien, soit on considère que ça vient nourrir l'écosystème qu'on a et dans ce cas-là, on va le conserver un peu plus longtemps. Soit on se dit ça y est, c'est vraiment, on l'a remonté, il est vendable et dans ce cas-là, on le fait partir le plus rapidement possible, quoi. Mais effectivement, une des clés pour travailler moins, c'est d'avoir une équipe qu'on a en permanence, qui est habituée à nos façons de faire, avec qui on se comprend de mieux en mieux et qui va nous permettre, avec peu d'efforts, de dupliquer et de multiplier le système, quoi. Ok. Et ton équipe, ils ont quoi comme profil? Ils sont combien? Ils ont quoi comme profil? Alors, j'ai une assistante qui est mon bras droit, qui elle a un profil vraiment d'assistante virtuelle et ça va faire 2 ans et demi qu'on travaille ensemble et elle touche à tout. C'est vraiment une touche à tout et c'est vraiment mon relais. C'est-à-dire, c'est grâce à elle que je parle à très peu de personnes dans ma semaine parce qu'elle va justement maîtriser presque l'intégralité des business sur le bout des doigts, pas techniquement, c'est-à-dire elle maîtrise pas tous les métiers. Par contre, elle a tous les tenants et les aboutissants pour débloquer tout le monde en permanence. Ok. Ensuite, ensuite, je vais avoir 4 marketeurs alors que j'ai choisi de faire travailler euh, ben, sur tous les projets, c'est-à-dire que je veux surtout pas qu'ils s'encroutent dans un projet. J'ai vraiment envie qu'ils sautent d'un projet à un autre en permanence et que je vais plutôt, on va dire, solliciter en fonction de leurs appétences naturelles, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus à l'aise à l'écrit et peut-être moins dans tout ce qui est publicité, d'autres qui vont adorer l'automatisation et se sentir moins à l'aise dans la production de contenu. Donc, selon, on va dire, leur profil et leurs préférences, je vais les amener à travailler plutôt sur telle opération ou telle opération. Mais par contre, je veux absolument qu'ils puissent aller goûter à tous les business dans lesquels on va s'éclater pendant quelques mois ensemble, quoi. C'est vraiment ça le but. Et puis après, de temps en temps, je vais ajouter une personne comme ça de façon très ad hoc. Ça peut être un dev pour développer tel petit truc en plus. Ça peut être, je sais pas moi, un closer quand le système le demande. Et puis en fait, quand parfois le fait d'ajouter comme ça une personne sur un business, je me dis tiens, mais cette personne-là, c'est marrant, j'y ai jamais pensé, mais je pourrais l'ajouter sur tel autre business avec tel produit en plus. Et donc ça m'ouvre une brèche et puis voilà qu'on rajoute un nouveau produit, un nouveau truc sur un business qu'on n'avait pas et qu'on se met à travailler de plus en plus avec telle personne qui se met à intégrer l'équipe au fur et à mesure, quoi. Ok. Top. Ouais, effectivement, et avoir une équipe, c'est ça, une équipe stable. Parce que je pense, au moins ton assistante, Mm. elle est à plein temps du coup, hein, sur Bien ton. sûr, bien sûr. Et les marketeurs aussi. Les marketeurs Ah, aussi. Là, en ce moment, justement, on est dans ce moment où j'en ai fait rentrer, j'en ai fait rentrer 3 nouveaux. Et le but affiché, quand je les récupère, je leur dis, voilà, pour l'instant, on se teste pendant 3 mois. Mais si au bout des 3 mois, ça le fait, moi, le but, c'est que vous soyez à temps plein avec moi, quoi. Parce que j'ai du travail de toute façon à vous faire à temps plein, aucun souci. Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'ils sortent leur tête
de ce que je fais et qui soient toujours concentrés sur ce que je fais. Donc, ça veut dire aussi les payer en conséquence. Et puis, il y a quand même un petit côté derrière, c'est que mon métier numéro un, ça reste quand même la stratégie et le marketing. Et je t'avoue que j'ai pas très envie qu'ils répliquent les stratégies qu'ils apprennent chez moi, chez d'autres clients, chez d'autres clients à moi. Ok. Super. Tu pourrais nous raconter peut-être justement comment ton processus d'acquisition de ces compétences qui te permettent en fait aujourd'hui de développer les sociétés mieux que leurs fondateurs, ou je sais pas comment on peut dire, enfin ouais, les personnes Bien sûr, qui sont bien à sûr. l'origine de ces business. En fait, bon, il y a pas, c'est pas un secret extraordinaire. C'est juste que ça va faire 21 ans que je crée des business et j'en ai créé plusieurs centaines de tout type. Évidemment, quand je dis j'en ai créé plusieurs centaines, c'est ce que j'ai créé. Ça veut aussi dire que j'en ai planté plusieurs centaines. J'en ai abandonné plein sur la route. Bref, il y a pas du tout. Enfin, le pourcentage de success story est petit. Mhm. Encore une fois, ça dépend ce qu'on appelle success story. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon pourcentage de réussite quand je reprends un business, il est de 100%. Mais maintenant, euh, il y a des business que je ne récupère pas systématiquement pour en faire la prochaine licorne ou même un business qui permet d'en vivre. Il y a beaucoup de business que je vais récupérer, qui vont être en fait la partie d'un échiquier, etc., etc. Bref, donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai un processus que je maîtrise par la force des années, par les cassages de gueule, par tout ce que j'ai foiré et qui ont fait que pierre par pierre, apprentissage par apprentissage, j'ai forgé une méthode. Cette méthode, j'ai réussi à la théoriser, j'ai réussi à la transmettre et donc, à force, j'ai vraiment une façon de faire avec une vision méta, une vision vraiment où j'ai un processus qui est très, très abouti, qui s'applique vraiment à peu près n'importe quel type de business et qui va me permettre, peu importe ce que je récupère, d'appliquer des outils auxquels on est tous habitués dans l'équipe et qui vont justement nous permettre d'aller vite là-dessus. Après, si tu rajoutes à ça le fait que j'ai pendant 4 ans eu une grosse agence marketing qui a accompagné plus d'un millier de clients et que j'ai été CMO, c'est-à-dire directeur marketing de LearningBox, qui est un logiciel qui est un tout en un pour accompagner les entrepreneurs à se lancer sur le web. Forcément, tout ça vient s'ajouter à mon bagage et m'a permis vraiment de développer ce regard systémique de quelles sont les bonnes et les très mauvaises pratiques en ce qui concerne le développement d'un business. Et donc, lorsque maintenant, c'est vrai que je récupère un business, un des facteurs pour faire en sorte que je réussisse systématiquement à développer ce business, c'est vraiment dans la sélection au démarrage. C'est-à-dire que il y a vraiment un truc dans la façon de sélectionner les business et les entrepreneurs lorsque je travaille avec eux qui va faire que même si la méthode qu'on met derrière reste puissante, ça ne remplace pas le fait qu'au démarrage, si on se gourre dans le choix du business, on va droit dans le mur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'expérience que j'ai, c'est dans la capacité à trouver, mais aussi à choisir des business que je sais, moi, Bertrand, être capable de faire exploser. Peut-être que pour certains, ce seraient des marécages boueux dans lesquels ils iraient s'empêtrer, mais aujourd'hui, moi, je sais trouver chaussures à mon pied, je sais trouver les business que je serais capable de faire repartir, de faire grossir, et je pense qu'une grosse partie de la magie se joue là-dedans. Ok. Ouais, c'est vraiment, c'est un très bon point que tu as soulevé. Tu sais, on le dit souvent, par exemple, pour l'immobilier en tout cas, c'est à l'achat que tu fais la bonne affaire. C'est à l'achat que tu vas déjà prévoir ta stratégie. Ce bien, tu peux en faire ça. Ce bien, tu peux en faire ça. Et après, tu auras beau faire tout ce que tu veux. Si tu as mal acheté et Tout à trop fait. cher, et ben, t'arriveras jamais à en tirer quoi que ce soit. Et c'est vrai que faire le parallèle avec le choix et puis avec ses compétences. Pareil, pour l'immobilier, quelqu'un, peut-être il sait faire les travaux, il est super bon en déco. L'autre, il sait gérer une conciergerie. Chacun va avoir ses atouts et donc toi, c'est choisir le business. Et après, une fois que tu es dans le business, c'est peut-être plutôt quoi à avoir de la visibilité, à repenser les produits, à avoir, je sais pas, des nouveaux produits, plus de marge, plus de clients.
C'est sur quel point que tu orientes ta stratégie? Moi, ma partie forte, c'est justement la stratégie. C'est là où je vais être très bon. Et donc, lorsque je récupère un business, bah là, c'est du sur-mesure et c'est du cas par cas. Je vais définir la bonne stratégie pour faire en sorte de le relever. Donc, je suis sur mon petit iPad, je pose le mapping du business et là, je commence à poser eh bien, la stratégie que je vais dessiner, comment est-ce qu'on va faire ressortir de la valeur de là. Et à partir de ça, je vais découper ça en phases de développement. Donc ça, ce sont des modèles que j'ai créés moi-même avec une pyramide de développement du business qui est vraiment un modèle qui permet en permanence de savoir quelles actions sont à faire et quelles sont les prochaines derrière et en fonction de quel KPI on passe d'une action à l'autre. Et donc, eh bien, tout ça, je vais le découper et le faire respecter ce modèle de pyramide. Et une fois que c'est découpé comme ça, eh ben, mon travail, toutes les semaines, c'est d'organiser les équipes en distribuant les différentes tâches à faire et en faisant en sorte que bien telle personne elle ait les moyens d'avancer sur sa tâche. Et pour ça, je travaille beaucoup sous forme de tests. C'est-à-dire que chaque semaine, on va organiser des tests pour permettre justement de savoir quelles sont les actions suivantes, etc. Surtout quand on est dans les premières phases au démarrage, tant qu'on n'est pas dans la stabilisation du business, on envoie énormément de tests pour faire en sorte de maîtriser, de prendre en main son business. Et donc, moi, mon rôle, ça va être d'organiser les tests et ensuite, avec les équipes, chaque semaine, de les analyser pour dire, OK, ça et ça et ça veut dire ça. Donc, voici ce qu'on fait cette semaine-là. Et en gros, moi, mon travail n'est que là. Donc, en fait, j'ai un gros lundi matin, j'ai un gros mardi matin dans lequel je prends tous mes rendez-vous. Et ensuite, le reste de la semaine, c'est plutôt cool parce que j'attends que les trucs se mettent en place et tournent. Et ensuite, on analyse ça la semaine après. Et en fait, on fonctionne comme ça sur une cadence dans laquelle on, on envoie les tests le lundi. Et le lundi d'après, on regarde les résultats, on les analyse et on renvoie la série de tests derrière. Et donc, c'est vraiment ça, moi, mon travail, une sorte de chef d'orchestre. Donc, au démarrage, imagine la stratégie la plus efficace. Ensuite, répartir les actions à l'équipe pour faire en sorte que les choses avancent et se mettent en place. Et ensuite, co-analyse avec l'équipe des résultats et donc bien définition des actions correctives ou au contraire du passage à l'étape suivante lorsqu'on le fait. Et mon travail est vraiment, vraiment là-dedans avec peut-être quand même un petit point qui est essentiel, c'est repérer les nouveaux business, donc sourcer les nouveaux business, trouver les vendeurs. Lorsque toute dernière action que je fais, c'est là où évidemment je pense ne pas être remplaçable dans mon équipe, c'est tout le travail de réseau, de partenariat, en gros tout le travail de rencontre d'humains et de mise en place d'humains dans le système où effectivement là c'est difficile de me remplacer puisqu'aujourd'hui après 21 ans d'expérience dans le business, j'ai un carnet d'adresses qui est quand même assez conséquent. Ok. Et est-ce que, une question qui me vient comme ça, est-ce que en fait les business, quand tu vois, par exemple, moi à un moment j'ai acheté et revendu pas mal de voitures pour rouler gratuitement et je sais que j'avais un prix plafond où je me disais, là les gens ils vont plus acheter un particulier la voiture, tu vois, peut-être une voiture à plus que même 40 000 euros, ça commence à être vraiment beaucoup pour un particulier de l'acheter chez un particulier. Donc tu vois, je Tout à m'étais fait. mis une limite comme ça, déjà de revente, en sachant, en me disant, ben voilà, au bout d'un moment, le marché, entre guillemets, il me sera plus favorable parce que les gens, ils vont trop se méfier vu les montants en jeu. Est-ce que toi, tu te poses aussi cette Mm. question? On a vu qu'il y avait des multiples. Tu te dis peut-être que je connais des gens qui peuvent Ouais, payer des business en centaines de milliers, mais pas en millions. Donc, est-ce que tu orientes tout ta à fait. stratégie? Voilà, ok. Et ta stratégie de Ouais, sortie, surtout, tu exactement. penses qu'en vendre, quoi. Bien sûr. Tout à fait. Et c'est essentiel. Et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisé dans l'achat de petits business pour pas me retrouver avec des business qui valent des millions derrière. Parce que plus le prix de vente est cher, moins il y a d'acheteurs. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, plus il y a de friction à la vente. Et plus la vente prend longtemps.
Est-ce que tu Donc as des due aujourd'hui, diligence, des gens qui moi, je vont venir analyser préfère. le business et tout ça? Oh là 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 là. Et puis ça devient une galère, et les avocats Hmm. et les emprunts à la banque aussi, parce que c'est pareil. Acheter un business 100, 200 000, ça peut encore se faire cash, même quitte à payer en plusieurs fois, tu vois. Mais Hmm. par contre, quand tu commences à acheter un business au-delà d'1 million, et même souvent avant, bah ça fait intervenir des banques. Et donc, il faut obtenir les prêts. La banque, elle met le nez dans ta boîte. Elle commence à éplucher. Si elle aime pas la façon dont tu as mené les choses, elle va estimer qu'elle prête pas. Enfin, bref, tu te mets des, des complications que tu n'as pas quand tu restes dans des montants à 6 chiffres, et que tu restes, on va dire, sur des choses qui valent 100, 200, 300 000 balles, quoi. Donc, là-dessus, on a vraiment quelque chose qui est, pour moi, le meilleur compromis du marché. Mais encore une fois, comme je le disais dans la conférence au salon de l'investissement, c'est vraiment ce qui me convient à moi. Alors, et je comprendrais parfaitement que d'autres personnes m'expliquent, mais tu t'es malade ou quoi? Tu te fais un énorme coup de sortie à 30 millions, ta vie, elle est refaite, tatati tatata. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que quand tu commences à monter des business qui commencent à chiffrer aussi haut que ça, ben, tu as souvent une grosse équipe à gérer. Je déteste ça. Tu as souvent une rigueur de gestion toi-même à avoir pour me présenter des comptes nickel, pour présenter des choses aux normes en termes juridiques, etc. Je déteste ça. Alors, ça ne veut pas dire que je fais moi un travail de sagouin, mais ça veut dire que je suis pas non plus le mec le plus carré du monde, et que je sais très bien qu'il y a des endroits où, bah voilà, je peux être toqué, ou on peut me prendre la tête. Alors, quand c'est un mec qui t'achète un business de 300 000 balles, bah, il va regarder ça, et au contraire, il va voir plutôt ça comme une opportunité de faire encore mieux que moi. Là où un petit acheteur, en tout cas un acheteur qui va pas acheter à un prix énorme, verra peut-être, moi, ce qui peut être considéré comme des faiblesses, bah, comme des opportunités d'augmenter de son côté le prix de la boîte quand il va la récupérer lui. Lorsqu'on est sur des gros achats et que tout le monde a peur, se méfie, que commencent à s'en mêler les banques, les avocats, les machins, les trucs, bah, le même truc, d'un seul coup, ça devient quelque chose qui tombe le prix de ma boîte, voire qui peut faire capoter la vente, parce que le truc n'est plus admissible comme business pour être Hmm. financé par une banque. Et donc, on se crée énormément de problèmes avec ça. Et donc, forcément, ben, moi, ma zone dans laquelle je prends du plaisir et dans laquelle je sais que je suis bon, eh ben, ce sont ces business qui vont tourner autour de 100, 200, 300, allez, exceptionnellement peut-être 400, mais au-delà de ça, ouais, non, c'est plus aussi amusant parce que c'est beaucoup moins fluide à vendre. Et à titre personnel, je m'amuse plus, donc voilà, donc Hmm. forcément, ben, je laisse ce marché-là à d'autres gens. Hmm. Ah, c'est comme on dit dans les startups, tu as les gens qui sont bons au début, peut-être techniquement, après il y en a qui sont bons pour lever des fonds, puis après quand la startup elle est super grosse, ben, le gars qui a été là au tout début, en fait c'est plus du tout la personne la plus adaptée pour commencer à gérer tout ce qui est les procédures, mettre tout de façon carrée. Voilà, toi ta zone d'expertise visiblement elle est donc dans cette phase, la boîte elle a déjà été créée, mais dans cette phase de croissance de départ. Avant que Tout à l'orage fait, tout à fait. ouais. Avant que l'orage nous coupe, tu avais un troisième exemple. Donc, on a vu le premier, le compte Instagram. Deuxième, la femme prestataire de service dans lequel tu es rentré pour 1 euro. Est-ce que tu as un troisième exemple à nous partager de business que tu as t'as pu acquérir et revendre? Bien sûr, bien sûr. Euh, j'ai un, j'ai un business là que je viens de racheter justement. Alors celui-là, il va être intéressant parce que je vais pas parler de la partie revente, je vais te parler de la partie euh, relance du business. Mm. Et donc j'ai acheté un business là récemment qui, euh, que j'ai récupéré pour 6 000 euros, qui est un business qui en fait c'est de la prestation de service assez simple mais automatisée. Donc c'est de la prestation d'un service qui se fait sans l'intervention d'humain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le business, donc je l'ai récupéré 6 000, et au départ, c'est ce qu'il vaut. Il vaut absolument 6 000 puisque il a fait très peu de chiffres, c'est du petit service, il existe depuis à peine 6 mois, la rentabilité est pas non plus extraordinaire, c'est un modèle un petit peu fragile au départ,
Et effectivement, l'acheteur, enfin, lorsque il me propose le truc, lui, il m'en demande plus. Et puis quand je lui ai montré un petit peu les fragilités de son business, on a convenu que le prix était OK à 6 000. Mais en fait, ce qui est pour moi extraordinaire, c'est que justement de pouvoir jouer sur une trentaine de business en même temps, ça me permet de faire des combinaisons qui, à l'instant même où j'ai acheté la boîte, elle, la valeur de la boîte, elle a été multipliée par 10 instantanément. Parce qu'en fait, ce business qui, à la base, quand il était pris de façon isolée, faisait un petit chiffre d'affaires et donc ne valait pas grand-chose. Une fois que je le mets dans l'écosystème global, avec d'autres choses qui sont déjà mises en place, et il me suffit de faire des passes entre ce business-là, donc cette prestation de service, et des services beaucoup plus gros, ou un logiciel, ou un machin que j'ai créé, et d'un seul coup, ce business, qui était un business, devient simplement un moyen de faire de l'acquisition de nouveaux clients et de prospects pour les autres services, mais en étant déjà rentable. Donc en fait, c'est juste fou. C'est-à-dire que ça me paye de la publicité de prospects ultra qualifiés pour des services extrêmement premium. Et donc, sans faire d'efforts supplémentaires, juste en relançant la machine, et donc la machine, elle m'a pris véritablement 3 jours à relancer. Donc en 3 jours, le business intrinsèque était déjà à nouveau rentable. Alors, c'est un business qui fait quelques dizaines d'euros par jour, donc c'est rien. Mais par contre, dès le jour 3, ça m'a envoyé dans le pipe des clients de ce business qui sont des prospects pour d'autres business, qui sont déjà extrêmement chauds et qui, ben, là, l'opération, elle est très, très récente, donc on n'a pas encore le dénouement, mais ça va être assez drôle à regarder. Et de toute façon, tous les indicateurs sont au vert, mais qui potentiellement, la première, la première conversion que je ferai avec l'un de ces clients m'aura déjà remboursé le prix d'achat du business instantanément. Donc, on voit que l'achat, parfois, il n'est pas malin simplement quand on le regarde de façon intrinsèque. Parfois, il est malin parce que dans un parc complet de business, ce truc prend énormément de sens à mettre en place. Et ça, c'est juste du bonheur quand on arrive à tomber sur quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une autre façon de voir, une autre façon de penser. Ça se fait beaucoup sur les énormes sociétés. Par exemple, elles peuvent racheter un fournisseur ou prendre une énorme part dans un fournisseur pour s'assurer un approvisionnement, alors que peut-être le fournisseur en tant que tel, lui, il est pas non plus super rentable. Voilà, avoir des synergies comme Tout à ça. fait. Et puis, du coup, c'est vrai que ça t'offre un avantage que les autres n'ont pas. Donc, le prix de marché que tout le monde serait prêt à payer, c'est les 6 000. Mais pour toi, ça vaut beaucoup plus. J'ai deux petites Tout questions à avant de fait. finir et avant que l'orage nous coupe. Bien sûr. La première, c'est est-ce que toi, tu te concentres sur des sortes de mesures, tu sais, de KPI? Souvent, pour les startups, on parle de ARR, la Annual Recurring Revenue. Mmh. Est-ce que toi, les business que tu vends, c'est sur base, par exemple, du chiffre d'affaires, de la marge, et alors tu vas tout faire. Par exemple, si tu vends un business sur base du chiffre d'affaires, il suffit de faire beaucoup de pubs et tu vas faire beaucoup de chiffre d'affaires, mais c'est pas forcément ce que l'acheteur va regarder. Il y en a, c'est sur la marge. Est-ce que tu vas te concentrer pour optimiser peut-être un des indicateurs qui va être regardé, ou tu t'essaies d'agir peut-être de façon plus globale? Non, ouais, vu la taille du business, je vais essayer d'agir de façon plus globale. Et bon, l'indicateur sur ce genre de business, de toute façon, et vu la typologie d'acheteurs, c'est le la marge nette annuelle. C'est ça qui va être un énorme facteur dans le fait que la personne rachète ou pas, avec tout de même un facteur de remplaçabilité. C'est-à-dire à quel point je fais. En fait, dès le début, dès le moment où je récupère un business, ma première inquiétude, en tout cas mon premier point de focus, c'est de faire en sorte de ne surtout pas prendre un business qui est tributaire d'une personne en particulier, d'une image, d'une personne et d'un Mhm. visage. Et parfois, ce qui est un peu compliqué, c'est d'arriver à développer le business et le faire passer quelques zéros
sans jamais toute une gageure, et c'est là-dessus que je vais être extrêmement vigilant. Alors, c'est une évidence lorsqu'on parle d'avoir une figure publique, mais parfois, c'est faire en sorte que le business ne soit pas non plus tributaire d'une compétence en particulier. C'est pour ça que j'évite de travailler trop souvent avec des devs, parce que trouver un bon dev euh, sans que celui-ci devienne indispensable, c'est une galère. C'est une Mm. galère. Et donc, c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer. Donc, d'un côté, augmenter la marge annuelle et donc faire en sorte que ben les bénéfices annuels augmentent de plus en plus. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai envie de montrer des choses et faire en sorte aussi de montrer ben, que le business, il peut être revendable le plus rapidement possible en fait par la personne. Mm. Et un autre principe aussi, c'est que j'essaie de vendre le business à un moment où il est en pleine bourre et surtout pas à un moment où il stagne pour justement montrer le potentiel de croissance. Parce que vu les prix que, enfin, vu les ordres de prix dans lesquels je suis, le risque ensuite, c'est d'arriver à un business qui va plafonner et qui, pour passer un certain cap supérieur, va demander beaucoup d'investissement. Or, moi, le public que je vise, ce sont des gens qui cherchent des choses plutôt prêtes à l'emploi et donc qui vont plutôt chercher des business qui vont dégager pas mal de marge et qui vont leur faire une espèce de revenus à eux-mêmes, de revenus un peu assurés régulièrement. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je pense le business et donc c'est forcément de cette façon-là que je le développe lorsque je le prends en main. Ok, ok, top. Oui, donc c'est ça, en fait, à première vue, ça saute pas aux yeux. Enfin, tout le monde va pas y penser forcément. Mais c'est sûr, par exemple, si tu es un avocat, bah, ton cabinet, tu peux pas le vendre, enfin, si t'es plus là, il vaut beaucoup moins que, que si t'es là. Ou t'as des youtubeurs, C'est j'avais vu une quasiment rien. vidéo sur les youtubeurs fitness, qui commencent à Mm. avoir 45, 50 ans. Et eux, ils ont des grosses chaînes YouTube, mais au bout d'un moment, ils se disent, bon, bah, ça fait 20 ans, 20, 30 ans que je fais du fitness. Tôt ou tard, je vais plus pouvoir soulever autant de poids. Il va falloir que je passe la main, mais en même temps, l'image de leur chaîne YouTube, elle est fortement corrélée à la leur. Donc, c'est des C'est business ça. qui rapportent beaucoup sur le moment avec la personne, mais c'est sûr que c'est hyper difficile à vendre ou à convertir. Donc, ouais. Tout Et à fait. Tout à fait. j'avais une autre question, c'était pour la recherche des comptes Insta, bah, on avait vu que il suffisait d'aller sur Insta, grosso modo. Mm-hmm. Pour tu rachètes, je suppose donc on a vu que tu avais aussi via ton réseau des opportunités qui arrivaient. Sinon, quand tu rachètes des business en ligne, comment est-ce que tu fais un peu ton mapping? Comment est-ce que tu trouves des cibles potentielles autres que via ton réseau? J'ai pas de recherche active en fait. Moi, c'est vraiment de l'opportunité et donc ben c'est forcément avec les années. C'est pas, si tu veux, je me suis pas inventé euh, business flipper. En fait, je le Ok. suis devenu au fur et à mesure. Donc, à force de le faire, à force d'en prendre, ben maintenant les gens me proposent assez spontanément. Donc, j'ai envie de te dire, il n'y a pas une semaine où on me propose pas une opportunité. Ok. Et et donc, si tu veux, aujourd'hui, j'ai pas, par contre, j'ai vraiment pas de recherche active et ça m'intéresse pas trop, en fait. Alors, je te dis Ah, ça et il y a 5-6 mois, j'ai fait beaucoup de reventes. Il y a 5-6 mois, il me restait presque plus rien comme business. Et je me suis amusé à aller sur des sites spécialisés de brokers, des sites français où on vendait tout, y compris des business en dur. Et voilà, je me suis amusé à un petit peu aller browser là-dedans, aller me balader et tout, mais franchement, j'ai même pas eu le temps de trouver une opportunité sympa que j'avais déjà, on était déjà venu toquer à ma porte et qu'on me proposait déjà deux, trois trucs sympas et tout. Donc voilà, j'ai pas d'approche proactive euh, parce que voilà, le rythme auquel on me le propose est déjà largement suffisant. Parce qu'à force de dire que je fais ça, ben les gens le savent et se passent le mot. Et puis parce que bah, au fur et à mesure, euh, c'est aussi dans ma façon de faire du business et des belles business. J'aime bien justement le côté imprévu et le côté où on vient de me proposer un truc. Je
je m'y attendais pas, je connaissais pas, etc. Et forcément, ce qui dit élément de surprise dit posture plutôt passive dans laquelle je me laisse surprendre plutôt que d'aller faire une recherche active dans laquelle, ben forcément, si je fais une recherche active, j'ai des critères en tête. Pardon. J'ai des critères en tête. J'ai des choses que forcément, auxquelles je pense et donc qui ne me surprennent pas. Donc c'est vrai que j'aime bien me laisser faire, j'aime bien tomber sur le truc. Et parfois, le business qui vient juste d'une discussion avec un pote, en fait, tu sais, vraiment ce truc où j'ai un pote qui me dit, j'ai lancé une boutique e-commerce, elle tournait bien, puis là en ce moment, j'ai plus le temps de m'en occuper, machin. Bah, tu peux m'en dire un petit peu plus? Vas-y, raconte. Et c'est vraiment souvent comme ça, en fait, que ça se fait. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que lorsqu'on a trouvé un premier contact, ce premier contact-là, il est fort probable qu'il ait d'autres contacts qui soient dans des situations assez similaires. Donc, une fois finalement qu'on a trouvé son premier sourceur, même si lui n'a qu'un seul business, etc., il est fort probable que lui, il connaisse d'autres gens qui soient dans des situations très proches et donc qui pourraient être hyper intéressantes pour moi. Et donc, très rapidement, on n'a plus trop besoin de chercher. Ok. Bah c'est ça, les opportunités arrivent. Comme quand on est investisseur immobilier, hein, de temps en temps, on vous appelle, ah, tu veux pas ça, tu veux pas ça. Bon, ça arrive pas assez souvent à mes yeux, à mon goût pour les mots, mais ouais, pour les sociétés, on le voit bien. Et toi, tu te focalises principalement sur des business francophones? Parce que je suppose, tu vois, notamment le marketing, enfin, en tout cas, le marketing, je sais pas si tu as des copywriters, tout ça, ceux qui écrivent les textes de vente, c'est quand même super spécifique Mm, au pays. mm. Donc, c'est des business francophones que tu as? Ouais. Ouais. Ah, c'est beaucoup plus simple, je pense. Principalement, pas Hmm. exclusivement. Ouais, pas exclusivement, mais principalement, ouais. Ouais, tout à fait. Pour une raison qui est très simple, c'est celle que tu dis. C'est un, l'équipe et deux, mon réseau. C'est que, après, c'est un effet boule de neige. Plus tu achètes de choses francophones, plus on te propose de choses francophones, plus Hmm. tu es bon en choses francophones et après, c'est un cercle vertueux. Hmm. Ok. Pour finir l'interview, tu pourrais nous parler un peu de ta vie comment t'appelles ça, de nomade ou de globetrotter. Tout à fait. Vie de Euh, nomade, ouais, absolument. j'ai plein de questions pour toi. Euh, Déjà, ça fait 9 ans, hein, tu as dit que tu faisais ce rythme? Ça fait 12 ans, ouais. Ah, 12 ans, ouais. 12 ans. Euh, ouais, il y a plein de questions qui me viennent, mais je vais essayer de les traiter dans l'ordre. Comment tu gères, alors la première qui me vient par rapport à tes équipes, c'est comment tu gères le décalage horaire? Bon, t'as dit que tu travaillais 4 fois 4 heures, donc je suppose selon l'Est ou l'Ouest, tu t'arranges pour travailler le matin ou l'après-midi, d'où les 4 heures. Je fais en sorte de travailler le matin. Je fais en sorte de travailler le matin exclusivement. Et Ok, donc, ce sont mes équipes qui s'adaptent à moi. ok, ok, très, très intéressant. Après, est-ce que j'avais déjà eu quelqu'un qui faisait du freelancing? Lui, il m'expliquait qu'en fait, Mhm, là, t'es à Bali, c'est quand même un endroit qui est assez connu pour tous les gens qui sont dans le business online. Est-ce que tu retrouves ou tu bien sûr. t'arranges pour retrouver ta vie sociale, elle ressemble, comment tu organises un peu ta vie sociale par rapport à tous ces déplacements? Est-ce que tu sais que par exemple lui, visiblement, il me disait, ben, t'as des gens qui sont à Lisbonne à cette période, à Bali à une autre période, à Tenerife encore à une autre. Est-ce que tu t'arranges comme ça avec les gens que tu connais pour de temps en temps les recroiser ou tu vas un peu juste selon tes envies? Ouais, alors déjà, c'est qu'effectivement, maintenant, ça fait longtemps que je suis dans ces cercles-là. Donc, j'ai énormément d'amis répartis à travers le monde, autant des entrepreneurs que des gens que j'ai rencontrés sur place. Donc, bien évidemment, ce sont les gens qui déclenchent mes déplacements. Là, je suis venu à Bali parce que j'étais avec des potes. J'ai fait un tour de France à vélo. J'ai un pote qui qui était à Nancy, non, pardon, qui était à Dijon. Je vais le voir à Dijon. Il me dit, ah bah, je pars à Bali bientôt. Je lui dis, bah, écoute, vas-y, je suis jamais allé à Bali. Je viens te rendre visite. Et en fait, ça se fait vraiment comme ça par opportunité. Parfois, c'est la destination, moi, au contraire, qui me fait bouger. Je me dis, bah là, j'ai jamais été dans ce pays-là et donc j'y vais. Et dans ces cas-là, ben, un peu dans l'autre sens, je regarde s'il y a des gens que je connais qui y sont
ou j'envoie des messages à mon audience pour qu'on puisse se rencontrer là-bas. Et puis sinon, une fois sur place, je suis d'un naturel assez ouvert, donc je vais discuter, rencontrer des gens sur place, etc. Et puis après, sinon j'ai quand même un cercle historique, même s'il est plus aussi développé qu'avant, de gens qui sont des gens que je connais depuis des années. Et ce cercle historique, notamment ma famille, que eux, je vais soit voir chez eux, soit, et ça arrive très souvent, on va s'organiser des vacances, des déplacements ensemble à des endroits et s'arranger pour se retrouver à tel endroit dans le monde pour passer un temps ensemble. Et donc finalement, eux, ça leur donne l'occasion de bouger, de voyager. Moi, ça me permet de les voir régulièrement. Et entre mes déplacements à moi pour aller les voir et ça, on arrive à se voir de façon soutenue. Et puis pour la petite histoire, je suis marié, en couple, et ma femme, elle, a un lieu de vie fixe et posé, elle, par contre. Et donc, on va pareil se voir en pointillé. On va passer, allez, un mois et demi ensemble, et puis un mois et demi séparés. Elle, soit je vais la voir chez elle, soit c'est elle qui vient me voir dans des endroits plus ou moins incongrus, quoi. Donc, c'est une façon de vivre et pour le coup, je peux parfaitement comprendre qu'elle n'aille pas à tout le monde parce que c'est vraiment pas une façon de vivre habituelle et il faut aimer ça. C'est-à-dire que si t'aimes pas ça, c'est pas un truc qui te viendra, un goût qui te À viendra force de avec le les faire, années. ouais. Pas du tout. Ouais, pas du tout. C'est vraiment un truc, il faut comprendre que il faut être à l'aise avec le fait de rencontrer des gens, le fait de perdre des gens aussi, le fait d'avoir des amitiés très fortes pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, et après s'en aller. Enfin voilà, faut être à l'aise avec ce truc-là et avec la non-permanence des relations. Et puis, il faut être aussi à l'aise avec ce côté, parfois on est un peu seul, et c'est vrai qu'il y a des moments où je suis seul, et j'adore ça. C'est-à-dire que j'adore enchaîner aussi les phases où je vais être très entouré, euh, vivre avec beaucoup de monde, et ces phases où derrière, je vais pendant 10 jours me retrouver seul, mais tout seul, et ça, j'adore ça. Et après, une autre forme aussi que j'ai expérimentée, c'est que quand je me retrouve à rester 9 mois, 8, 9 mois dans le même endroit, et donc dans ces cas-là, je vais prendre un lieu de vie, eh bien là, dans ces cas-là, je me fais fort d'être un hub pour plein de gens qui viennent habiter chez moi. Dernier exemple en date, j'ai habité en République dominicaine. J'ai pris une grosse villa au bord de la mer avec 7 chambres. Je pense que les 7 chambres ont été pleines pendant les 9 mois, quoi. Enfin, et Mhm. encore à un moment, j'avais 7 chambres et je louais 3 appartes qui pouvaient eux-mêmes Ouais, accueillir, carrément. trois couples de plus. Et je logeais tout le monde et tout était plein Mhm. parce que c'est mon délire, parce que j'adore ça et parce que j'avais ramené une communauté énorme en Repdom de gens. Alors ça tournait pas mal, mais sur les 9 mois, je sais pas, il y a peut-être une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui sont passées, qui ont dormi là, enfin voilà, qui ont fait leur vie avec nous. Et c'est une autre façon de faire sa vie sociale, c'est d'être soi-même l'initiateur de Et ces l'autre, rassemblements. ouais, ok. Ah bah ouais, Exactement. c'est complètement une autre façon de voir. Et comment entretenir la flamme, c'est beau. Vu que je pense que tu as pas mal voyagé, est-ce que tu aurais un pays, c'est un peu un pays que tu as... Par exemple, moi, bon là, c'est pas trop le meilleur moment pour le dire, mais moi, j'étais en Russie et j'avais vachement apprécié ce voyage. Est-ce que tu as un pays, tu sais, qui est Mhm. pas un peu dans les destinations à la mode que tu recommanderais? Alors, moi, je demande toujours aux gens ce qu'ils recherchent, évidemment, dans les pays avant de les envoyer quelque Mhm. part, parce que selon ce que tu vas chercher, tu peux adorer comme détester le même pays. Mais moi, un des pays qui m'a le plus marqué et dans lequel j'ai vécu un an et demi et qui sort des sentiers battus, c'est l'Iran. Ok. Voilà, j'ai vécu un an et demi en Iran et toute personne qui ne connaît pas l'Iran, je ne peux que l'inviter à y aller. Alors en ce moment, c'est un peu chaud parce qu'il y a des C'est comme la soulèvements. Russie, En ce moment, il y a des c'est à gros peu près. soulèvements en Iran. Ouais. Bref, voilà, c'est pas le meilleur moment, mais franchement, c'est à faire. Enfin, les yeux fermés. La population est extraordinaire. Enfin, les gens sont géniaux. La sécurité, elle est incroyable. C'est-à-dire que là, concrètement, si tu y vas, c'est pas la foule qui te mettra en danger, c'est la police, c'est le gouvernement. Mais c'est pas. Enfin, les gens sont d'une gentillesse et enfin, c'est extraordinaire comme pays. Donc voilà un pays où j'ai adoré vivre et d'où je garde énormément d'amis. Et voilà, je peux qu'inciter les gens à aller là-bas
s'ils ont envie d'aller faire quelque chose qui soit pas dans les mainstream des entrepreneurs et des voyageurs. Ok, bah super. Avant de conclure, si on veut te contacter pour te vendre un Le business, plus simple, ouais, bah, mais pas seulement. le plus simple, c'est Instagram, je pense, sur un entrepreneur français, un avec le chiffre. Et voilà, un entrepreneur français sur Insta. La messagerie, j'y suis régulièrement. Je lis et réponds à tous mes messages. Ça, j'y fais très attention. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Et c'est toujours avec plaisir. Ok, et bah top. Ben visiblement l'orage nous aura épargné les coupures, la grosse coupure de connexion. Donc top. Bah Génial. merci pour ton temps. Et puis bah je te dis à très Et à bientôt. toi, Thibaut, pour cette Voilà. invitation. Allez, à bientôt. Avec Bye grand bye. plaisir. Ciao. Et nous voilà au bout de cet épisode avec Bertrand. C'était un épisode de fou furieux, n'est-ce pas? J'espère que ça vous a donné envie d'acheter et revendre des business en ligne. Sérieusement, entre Marco, les achats et revente de voitures, d'ailleurs, je vous en reparlerai à l'occasion, il faut que je prenne le temps, les achats, revente de business en ligne, pourquoi pas mettre ces deux cordes à mon arc en 2023, une fois que j'aurai fini mes deux chantiers en cours, ça pourrait être plutôt une bonne idée. Comme toujours, si vous voulez votre checklist sur comment les points vérifiés en visite, si vous voulez rejoindre le groupe Telegram et tous mes autres liens, grosbillet.com au pluriel, lien dans ma description, lien dans ma bio Instagram. Et comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. C'est la fin de l'épisode, c'est le moment. Vous pouvez mettre pause, hop, 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait plaisir. 5 étoiles sur Spotify, ça fait plaisir. Un petit commentaire sur YouTube. Ça me fait trop plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à faire votre cadeau de Noël, ce sera bientôt trop tard. Et à très bientôt. Bye bye.